Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 9 septembre 2024. Alors aujourd'hui, on fera un petit point sur l'agenda de la semaine, comme tous les lundis. On regardera un petit peu les matières premières, les indices étrangers et certaines actions qui sont toujours intéressantes, avec également les résultats et les dividendes à venir. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer par les chiffres qui vont tomber cette semaine. Alors aujourd'hui il n'y avait pas grand chose. On regardera surtout demain. Le matin assez tôt à 5h du matin, on aura les chiffres en Chine sur import-export. Donc ça pourra peut-être nous donner un peu plus sur l'idée d'une reprise de la Chine qui pour l'instant tarde. On est toujours sur une Chine au plus bas. Mais le gros de la... Et l'IPC aussi en Allemagne avec la confirmation probablement d'une inflation sous les 2% annuels. Et surtout mercredi avec l'IPC également, mais aux États-Unis à 14h30. Donc c'est vraiment ces chiffres-là qui feront bouger à la fois les marchés américains, mais tous les marchés mondiaux, 14h30 aux États-Unis. Et puis jeudi, en Europe, ce sera la réunion de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui annoncera sa baisse des taux. Une nouvelle baisse des taux, parce qu'elle a déjà commencé avant la Fed. Et donc, Christine Lagarde, à 14h15, qui annoncera probablement une baisse des taux de 0,5 points. Donc, on est à 4,25, on attend 3,75 pour les taux de refinancement. Et on aura également un quart d'heure plus tard, inscription hebdomadaire au chômage et prix à la production aux États-Unis. Donc ça, c'est les gros chiffres intéressants. Le lendemain, vendredi 13, on aura la confirmation de l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation qui mesure l'inflation en France. Là aussi où on espère 1,9 sur l'annuel, c'est-à-dire par rapport au mois de l'année dernière, n'avoir qu'une inflation de 1,9, donc sous les 2%, qui était l'objectif de la BCE, qui était aussi à la base l'objectif de la Fed, mais que les États-Unis n'arrivent pas trop à approcher, mais ça va probablement se faire vu les chiffres qu'on a eu sur l'emploi. Donc les chiffres de l'IPC à 8h45 vendredi, notamment. Et puis samedi, on aura d'autres chiffres sur la Chine également, qui pourront peut-être nous faire espérer un retour du marché asiatique, parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Avant de voir les marchés étrangers, on va regarder rapidement les matières premières pour voir que forcément, avec toute cette dégradation, et cette baisse un peu de la demande et de la croissance, on a forcément un pétrole qui baisse. Alors, à voir comment vont réagir les pays producteurs. Alors, on sait que normalement, je crois que c'est en octobre, il devait y avoir une nouvelle baisse de la production. Normalement. Alors, à voir si ça va être confirmé ou pas, parce que c'est des annonces qui sont faites mais qui peuvent être révisées plusieurs mois après. Sur la production de pétrole, pour l'instant, on est toujours quand même dans un pétrole assez haut, assez cher, et on revient sur des niveaux un peu clés. On le voit ici, notamment au début de l'année. On a enfoncé les 70, on est tombé sur les 66, et puis on est toujours reparti plus haut. Donc là, on revient sur un niveau vraiment clé important, à voir si la tech aussi qui revient un peu peut relancer un peu la machine, mais pour l'instant c'est tout le secteur un peu global et économique qui a une visibilité assez moyenne, donc le pétrole et pas mal de valeurs énergie aussi, on pense à Total et autres, sont un peu en attente, mais dès qu'on aura probablement des bons signes et puis un marché avec plus de visibilité, on aura certainement un pétrole qui remontera. La question c'est de savoir combien de temps ça va durer et jusqu'où ça va nous amener. Est-ce qu'on va avoir juste une petite correction et un début rapide du pétrole prochainement, ou alors on va descendre sous les 70 et peut-être aller vers les 65. Donc là, c'est toute la question. Le jus d'orange qui est toujours plutôt haussier. Moi, je suis toujours sur le jus d'orange. On a dépassé les 484 ici sur le contrat futur. On est toujours, là, on fait un peu mieux aujourd'hui. On est en train de tester un peu cette résistance et on est plutôt en train de la casser à la hausse. On l'a recassé à la baisse vendredi. Aujourd'hui, on la recasse à la hausse. Donc, on est en train de la travailler. Mais a priori, on est toujours dans cette séquence
haussière sur le jus d'orange avec des intempéries qui ont grandement handicapé les récoltes sur les oranges et qui continuent. L'or, rien à dire sur l'or, c'est toujours haussier, hein, là aussi. Alors, c'est pas depuis un moment, on a une volatilité qui baisse sur l'or, mais on le voit que les supports qui sont délimités à chaque fois, définis à chaque fois, fonctionnent plutôt bien. Et le dernier, les 2483, sont en train d'être achetés récemment et permettent pour l'instant à l'or d'accumuler sur ces niveaux-là avant de peut-être continuer une séquence haussière. On voit qu'au niveau MACD, on est déjà on est assez haut, hein, au niveau MACD, on est en inversion de tendance, donc plutôt vers le bas, donc en correction, en consolidation, et finalement le cours ne bouge pas, donc on est plutôt en mode consolidation à plat. Là aussi, c'est plutôt un signe de force qu'on a sur l'or. Beaucoup d'États, hein, qui achètent de l'or, donc forcément on a toujours une tendance à la hausse, a priori au moins pour encore la fin d'année. L'argent, on attend que ça démarre, mais il y a de belles chances aussi qu'il démarre. Et pour l'instant, on n'a pas trop de gros signaux très forts sur l'argent comme on a pu avoir sur l'or ou sur d'autres métaux. Moi, j'attendrais vraiment quelque chose d'un peu plus pertinent pour me placer sur l'argent, qui est en consolidation, mais qui a lui aussi des chances plus importantes d'aller casser vers le haut que vers le bas. Et sur le blé, juste pour finir avec les matières agricoles, on a fait un échec, hein, ici sur les 577, le plus bas du 11 mars. Échec au mois de juillet, échec au mois d'août. On revient au mois de septembre. La question, c'est là aussi de savoir jusqu'où on va redescendre, parce que si on redescend pas très bas, s'il y a une accumulation qui se fait, on devrait pouvoir avoir un prix du blé qui revienne plus haut, et c'est plutôt, hein, mon scénario, parce qu'on est quand même dans une baisse assez impressionnante du cours du blé, qui devrait pouvoir avoir un moment reprendre, et ces niveaux-là, hein, les niveaux de début mars 2024 et puis de juillet et août, devrait être testé, je pense, encore une fois. Ça, c'était pour les matières premières. On va voir rapidement les indices pour avoir la confirmation sur le marché chinois avec le CSI 300. Hop, on perd encore 1%. Donc la Chine, on a du mal. C'est pour ça que les chiffres qu'on aura demain et samedi vont être intéressants pour y voir la confirmation de ce que les actions chinoises nous disent, à savoir le ralentissement et toujours la crise chinoise et la crise immobilière en Chine, hein, qui est toujours pas réglée. Qui handicape grandement les marchés, ou alors peut-être le début de la fin. On a eu quelques bons chiffres, hein, dernièrement, mais qui n'ont pas été suivis. Donc toujours une Chine au ralenti pour le moment. Et ça handicape une partie des actions, pas seulement chinoises, mais une partie des actions mondiales, puisque la Chine, c'est un peu la locomotive avec les États-Unis, hein, de beaucoup de secteurs. Sur le Dow Jones Shanghai, hein, c'est le même graphe évidemment, avec une petite baisse aussi depuis plusieurs semaines. On va regarder juste le Dow Jones, hein, qui est en léger rebond aujourd'hui, comme le Nasdaq. On a fait un double échec sur les 41 376. Il y a une petite zone de gap ici qu'on va peut-être combler dans ces prochains jours. Mais on voit que là aussi, on ne rend pas grand-chose sur le Dow. Et on est plutôt bien orienté. Il faudra voir, hein, la réaction sur le pivot de la Fed mi-septembre. Mais pour l'instant, on a quand même un marché finalement assez fort. On espère toujours, après le pivot de la Fed, hein, une hausse, mais on l'avait vu, hein, il y a quelques jours avec un graphe. À court terme, peut-être une baisse, un rebond, et sur le moyen terme, une tendance qui devrait être haussière. C'est ce que nous a appris les récentes baisses de taux, hein, des banques fédérales, et la réaction du marché, à savoir si ça va être la même ou pas, mais c'est souvent ce qui arrive. À moyen terme, c'est une bonne chose. À court terme, il peut y avoir de la volatilité sur le Nasdaq. On sait que c'est un marché beaucoup plus fort, qui prend 0,7 aujourd'hui. Et on l'a vu, hein, toute la tech qui est en consolidation, plutôt saine à mon sens. On va revoir encore quelques valeurs, hein, aujourd'hui. Ça reste toujours haussier à ce stade, hein. La tech ne fait que consolider, le Nasdaq également. On n'est pas dans de la dégradation, on n'est pas dans du changement de tendance. Pour l'instant, c'est de la consolidation plutôt saine. C'est ce qui va se passer en septembre, hein, qui va déterminer peut-être
si c'est la fin de la belle séquence sur le Nasdaq et les techs, ou si on reprend la tendance qui est à la hausse depuis un moment maintenant. Et puis le CAC 40 qui prend 1% hein, dans le sillage, enfin pas dans le sillage puisqu'il a ouvert avant, mais qui a été bien aidé quand même par les États-Unis. On peut le regarder en minutes. On ouvre où on ouvre ici. 15h30, on le voit, c'est ici. Donc on a quand même une belle hausse après l'ouverture des États-Unis. Alors la moitié de la hausse était déjà faite. Hein. On cote aussi hors marché aux États-Unis, donc on voit que ça va ouvrir plutôt en hausse. Et puis derrière, on a la confirmation. Donc les marchés sont toujours plutôt haussiers et les États-Unis également sur le CAC 40. Donc toujours en mode conso après le petit gap qu'on a fait. Et puis l'échec finalement qu'on a fait ici, hein, juste sous la moyenne à 200. Sous les 7653, donc les 7007 qui vont être compliqués peut-être à atteindre, ou pas si on a une bonne réaction des marchés avec notamment cette semaine hein, la confirmation de la baisse des taux de la BCE et surtout ce qui sera annoncé avec le discours parce qu'on aura aussi, si on baisse les taux, c'est parce que la croissance a un peu de mal, donc forcément c'est pour relancer un peu les choses parce que ça va pas très bien. Le plus bas, ici sur les 7083 semble quand même assez c'est un point assez pessimiste. Je pense pas qu'on y retourne quand même. On devrait plutôt travailler toute cette zone hein, entre les 7003 et les 7007 avant de relancer la tendance qui me semble plutôt toujours pas catastrophique sur le CAC hein, depuis qu'on a réussi ici à sortir le 21 août. Un rebond anticipé depuis le 5 août, hein, mais on a eu la confirmation fin août. On a cassé cette dynamique baissière sur le CAC 40 et on est rentré en mode construction en attendant hein, notamment la BCE, la Fed, les chiffres. Mais on a fini, je pense, et la tech devrait le dire aussi, hein, parce que la tech, on va arriver sur des fins de conso, que peut-être le gros de la baisse est passé. Moi, c'est plutôt ça que je vois. Et on attend toujours évidemment la Chine. Hein, le jour où la Chine repart, les marchés vont repartir, mais ça fait des mois qu'on dit ça et la Chine ne repart pas. Mais les marchés sont quand même assez forts et assez résilients. Et je ne suis pas certain qu'il faille attendre une grosse baisse ou alors une baisse juste court terme assez forte comme on a pu l'avoir ces dernières années avec la baisse des taux qui était faite de manière agressive mais qui vont à terme être positives pour les actions. Et puis je voulais voir quelques actions intéressantes. On va commencer par une action qui serait plutôt long terme, moyen terme. C'est Nexans. Alors Nexans, elle est notamment sur les câbles électriques, l'électrification, sur les basses tensions. Je ne sais pas si elle est sur les hautes tensions aussi, moyenne tension, et les câbles sous-marins. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a d'une part une électrification qui est en demande, hein, qui est porteuse en ce moment. On a beaucoup de demandes à la fois sur la nouvelle électrification, mais mince, je trouve plus le mot. Le service après-vente, si on veut, le renouvellement des câbles déjà existants, voilà. Et donc ça c'est une chose, et c'est déjà un marché extrêmement porteur sur lequel Nexans est assez bien positionné et qui devrait en plus s'accélérer avec une demande un peu plus forte. Et là on voit que déjà le cours est plutôt bien orienté avec un ralentissement économique et une demande assez peu forte. Si vous ajoutez à ça une relance qu'on n'a pas hein, pour le moment, mais une relance de la Chine, des États-Unis, de l'Europe qui va un peu mieux, on est clairement sous-valorisé sur Nexans. Donc là, on a déjà quelque chose d'intéressant, à savoir un marché plutôt orienté à la hausse dans un cycle plutôt moyen et une demande finalement assez faible qui a plus de chances d'augmenter et on est plutôt dans le bas de la fourchette. Donc sur Nexans, on est plutôt largement positif. Et dernièrement, on le voit, hein, grosse hausse là, novembre 2023 jusqu'à mai 2024.
Et ce plus haut de mai 2024 est intéressant parce que ça nous met un point plus haut à 114 qu'on est revenu casser, tester à la hausse, à la baisse, travailler et c'est là-dessus qu'on est en train de finalement de mettre un support long terme hein, sur Nexans. Donc alors là l'oblique forcément ça ne donnera pas ça, on aura certainement un petit rebond après donc oui je l'ai mis comme ça mais c'est pas très très pertinent. Ce qu'il faut voir c'est plutôt les 114, le travail qui va être fait ici, le retour des moyennes et surtout un investissement plutôt long terme pour cette valeur qui a quand même une belle visibilité et puis pas mal de marchés également. On est déjà sur les plus hauts hein, sur Nexans, donc plutôt une valeur qui va être aidée par la construction, l'électrification, les câbles offshore notamment hein, qui sont en plein boom. Donc tout ce qui est énergie renouvelable aussi qui demande beaucoup de câbles comme Nexans. Et que ça fonctionne plutôt bien alors que la visibilité est moyenne. Donc imaginez le jour où la visibilité revient, a priori il y aura une grosse demande sur ces valeurs-là. On peut voir également, alors très rapidement Unibail, pourquoi Unibail, on est toujours dans l'objectif d'aller chercher la résistance. Hein. On a cassé il y a quelques jours, la semaine dernière, on en avait parlé. Et on est toujours dans cet objectif d'aller chercher les 82. Donc c'est une des actions intéressantes sur le CAC. On va en passer rapidement également sur Total. Total, on attend forcément le retour. Avec pas mal de valeurs énergie. Il y a ESSO aussi qui est intéressante, qui est un peu dans les mêmes configs avec une longue consolidation. Et on arrive peut-être au bout. Ça, c'est les semaines prochaines qui le diront, mais c'est quand même des consos qui durent depuis plus de 3 mois et finalement qui sont un peu confirmés sur des niveaux support intéressants. C'est-à-dire qu'on a un peu tout pour repartir à la hausse. Alors comme d'habitude, on n'anticipe pas parce que si on a des grosses probabilités de casser vers le haut, il y a toujours des petites probabilités d'aller vers le bas. Il ne faut pas les omettre. Ce qui est intéressant sur Total, c'est quoi? C'est ces plus bas ici. Sur le canal, hein, et le point ici il date de 2020, le deuxième plus bas il date ici de l'été 2023, et là on est à la rentrée 2024 et on a vu qu'au mois d'août, le fameux 5 août, on est allé mécher en dessous, ça a été racheté directement, là on est en train de la retester, c'est en train d'être racheté, on est sur la moyenne, ici quasiment toutes les moyennes sont presque regroupées, à plat, on a une consolidation qui dure depuis le mois d'avril, 1 point d'impact, 2 points, 3 points, il y a un moment ici ça devrait relancer vers le haut, donc à surveiller le pétrole, la demande, mais Total elle a plus que le pétrole, la demande aussi avec le prix d'électricité et du gaz, hein, parce qu'elle est multitâche. Total elle a de grandes chances quand même de s'en sortir, à surveiller parce que là encore c'est trop tôt sur Total. Mais on est quand même sur des niveaux qui s'achètent et qui doivent repartir. Ce qu'on surveille, c'est cette oblique rouge là, hein, l'oblique de correction court terme. Le jour où on vient casser, allez, cette zone là, autour des 62,3, 62,5, ce sera probablement une alerte pour rentrer sur Total. On va regarder également Biomérieux. Alors Biomérieux, j'en avais parlé, hein, moi j'étais rentré dessus. Ils ont annoncé leurs résultats dernièrement, ils n'arrêtent pas de monter, hein, j'en avais parlé ici au mois d'août. Depuis, on était sur les 97 environ. On est ici sur les 110. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Un petit gap baissier ici. Un gap haussier, pardon. Un gap haussier entre les 99 et les 100. Elle a fait un petit échec sur la résistance. Et puis, boum, un nouveau gap haussier ici entre les 104 et les 105. Et aujourd'hui, elle confirme hein, sa grosse zone de résistance qui l'a embêté pendant 2 ans, voire 2 ans et demi. Janvier 2022, on casse, on retente août 2022, on vient la frôler en janvier 2024, on la touche en avril 2024, on la frôle en août 2024, et là on la casse enfin au mois de septembre. C'est cette fameuse zone à 106,8. Et sur Biomérieux, hein, on était déjà dessus ici, notamment avec l'alerte sur l'oblique RSI. Donc toujours positif, c'est peut-être le moment de monter les stops. Probablement, alors pas forcément sur les 106,8, c'est le niveau support intéressant, peut-être un peu en dessous, hein,
parce qu'on n'est pas à l'abri peut-être de revenir un peu le frôler, peut-être avec une mèche, de le tester, mais de repartir, à mon avis, c'est un support qui devrait être intéressant dans le futur, mais remettre peut-être sur les 104 ou quelque chose comme ça, des stops pour assurer quand même un gain si le marché se retourne hein, de 7 ou 8%. On est actuellement à plus de 13%, mais il y a un support intéressant qui est en train de se former sur les 106 sur Biomérieux, et pas mal d'analyses sont plutôt à la hausse hein, sur le titre. Donc c'est toujours favorable. On va parler aussi de Ruby. Avant ça, on va juste voir Virbac. Virbac, ils donnent leurs résultats vendredi. Et Vetoquinol jeudi. Donc la veille, c'est dans le secteur animalier notamment. Les soins aux animaux et vétérinaires. Grosse journée aujourd'hui. On voit on casse une petite oblique, pas forcément hyper pertinente, hein, on le voit. On en avait parlé déjà depuis un moment ici, hein, notamment au mois de mars 2024. Et depuis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Alors, elle est venue buter ici sur la résistance à 378. C'est celle-là. Hein. Hop, 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 hop. Elle est revenue sur sa moyenne à 200, ça a été racheté à chaque fois. Au final, depuis quasiment 5-6 mois, elle fait rien. Mais les cours, les moyennes remontent, les moyennes se rassemblent, la petite conso arrive peut-être à la fin, et il nous manque peut-être les volumes, et on les aura certainement en fin de semaine. Alors est-ce que ça vaut le coup d'anticiper? Il y a beaucoup aussi d'analyses qui sont à l'achat sur Vetoquinol et Virbac, hein, c'est un peu les mêmes. Ça risque d'être acheté, je pense quand même. Il y a pas mal de visibilité sur ce marché-là. Et puis dernièrement, on a le gap haussier qui a jamais été comblé. Il y a des signaux intéressants. Et puis cette belle consolidation aussi qui dure depuis un moment. Donc plutôt favorable. Si on est prudent, on attend les résultats et on verra ça la semaine prochaine. Mais sinon, on peut peut-être les tenter avant. Et enfin, Ruby. Alors, Ruby. Hop, catastrophe depuis 2 jours. Des résultats qui n'ont pas été appréciés, mais qui sont peut-être un peu sévèrement jugés. On va regarder un peu nos amis de chez Ruby pour voir les fondamentaux un peu. Là, on a le chiffre d'affaires et le résultat net, donc ce qu'elle arrive à gagner au total et ce qu'elle arrive à dégager, hein, une fois qu'elle a payé un peu tout le monde. On voit que déjà que c'est une entreprise qui fait du bénéfice régulièrement. Hein. C'est pas une valeur qui va perdre un peu ou qui est en début de cycle avec beaucoup de perte d'argent au début. Non, c'est une valeur qui arrive à faire de l'argent. 2020-2021, elle sortait du Covid hein, et elle continue finalement de gagner de l'argent. Alors avec une belle augmentation ici en 2022 et une petite baisse du chiffre d'affaires par rapport à l'année 2022. Rien de catastrophique parce qu'on voit que les marges finalement, pardon, on voit que les marges elles sont plus grosses. Hein. On a gagné plus, on a dégagé plus de bénéfices en 2023 qu'en 2022 alors qu'on a gagné moins d'argent. Donc ça c'est quand même là aussi un signe d'amélioration des marges et des process au sein de l'entreprise. Donc c'est plutôt favorable finalement. Il ne faut pas que les chiffres d'affaires s'érodent forcément au fil des ans, mais on voit qu'il y a toujours une belle santé financière. Alors forcément, hein, c'est avec le prix du gaz et puis par rapport au secteur, on n'a pas des marges énormes comme on peut avoir sur certaines valeurs tech. On est relativement bas par rapport au chiffre d'affaires, mais c'est dû au secteur, donc c'est pas quelque chose qu'il faut voir d'un mauvais œil. La même chose, mais en trimestriel, ça apporte pas grand-chose. À peu près la même chose hein, sur les derniers trimestres. Enfin, là, c'est en semestre en plus, au niveau des chiffres d'affaires et du résultat net. On va regarder la dette. Alors là aussi, hein, toujours attention, le 0, c'est pas 0 ici. On est sur 4, 3, 2, donc ça fait 0,8, donc ça fait 0,6, ça doit être 2,4 milliards sur la ligne des zéros. Ce qui nous fait un endettement
à peu près stable parce qu'on voit qu'il y a une hausse des actifs et il y a quasiment une hausse à peu près équivalente du passif, donc de la dette. Finalement, on a une dette qui est relativement maîtrisée parce qu'on voit qu'on tourne autour de 6 milliards 4 d'actifs et qu'on est à 3 milliards, à 3 milliards 5 de dette. Donc on est un peu plus de la moitié. Donc c'est tout à fait correct et c'est tout à fait une dette qui est peu importante et qui étrangle pas le groupe. Donc là c'est plutôt quelque chose de positif aussi. Je vous l'ai pas mis en trimestriel, en semestriel parce que ça change pas grand chose. Et le cash, alors là c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus alarmant. C'est la trésorerie. Ruby, ils ont tendance peut-être un peu à bouffer un peu du cash ces dernières années. Ils avaient une belle trésorerie de 800 millions, un peu plus de 800 millions en 2020. On a chaque année un peu tapé dans le trésor de guerre. Et on voit qu'on a une trésorerie finalement, 2023, on est sur les 400 millions. Donc on a quand même divisé la trésorerie par 2. Et en trimestriel, 450. Allez, on se maintient ici sur les 450 millions. Mais toujours en utilisant cette trésorerie. Alors là, c'est peut-être un peu quelque chose qui peut faire peur aux investisseurs. Le fait de ne pas être capable de dégager du cash pour l'entreprise. C'est quelque chose de négatif. Aussi, il y a plusieurs choses à dire sur Ruby. Elle s'apprête à faire une cession d'une de ses filiales qui devrait lui rapporter 375 millions d'euros. Donc là, on va regarder par rapport au cash. Hop, 375 millions d'euros. Si on fait en free cash ici, ça lui remet quelque chose de positif. Et ça le remet au-delà du dernier semestre. Donc rien qu'avec cette session, donc là déjà ça peut annoncer, c'est quelque chose qui devrait se faire dans l'année, ça peut annoncer peut-être une bascule sur Ruby en termes de cash et de génération de trésorerie. On a également un dividende qui a été annoncé sur Ruby et confirmé à 75 centimes. Et Ruby il donne à chaque fois du dividende, mais on sait qu'avec éventuellement les récentes arrivées au capital, notamment de Bolloré et autres, on pouvait éventuellement se poser des questions. Non, on a toujours le dividende qui va être confirmé. Et enfin, on a Ruby, oui, qui est alors pas seulement sur le gaz, ils sont également en train de se développer un peu, comme Total, je dirais. Mais en train d'essayer divers branches parce qu'ils sont évidemment sur le gaz, mais maintenant de plus en plus sur l'électricité. Et ils sont sur la génération d'électricité, notamment sur l'énergie solaire. Ils ont une entreprise Photosol qui devrait se développer petit à petit. Et là aussi, c'est finalement une stratégie gagnante qui a été faite par Total dernièrement et un peu par beaucoup d'entreprises aussi du secteur. C'est ne pas être sur une seule tranche d'un secteur, à savoir dans l'énergie, ne faire qu'une chose, comme que le gaz sur l'énergie. On a le gaz, le pétrole, l'énergie, l'électricité. On le voit, Ruby, ils sont en train de se développer aussi. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose pour la suite. Alors forcément, à court terme, c'est pas important, mais à moyen long terme, ça donne quand même des gages de solidité, parce que on n'est pas dépendant d'une seule branche de son activité. Dernièrement, les résultats qui n'ont pas été appréciés. Alors c'était 1 milliard 3 environ, 1 milliard 333 000, un truc comme ça, sur le premier semestre, donc les deux premiers. On a eu aussi une base de comparaison qui était plutôt compliquée, mais alors sur Ruby, moi je trouve que les résultats ont été quand même super vendu, et par rapport à ce qui était annoncé par le groupe, on est loin d'une catastrophe. Donc on est pour moi dans quelque chose de type excès du marché. Donc action à surveiller, et action qui va redevenir super intéressante parce qu'elle a plutôt des bons fondamentaux, plutôt une bonne visibilité.
et qu'elle est revenue sur des niveaux de valorisation intéressants. Là, je vous les ai mis juste les résultats qui étaient attendus dernièrement. Alors, il ne devait pas être annoncé comme ça, parce que là, on me les a mis avec exactement ce qui était annoncé. Mais c'est juste pour voir qu'on a connu dernièrement. On était sur les trimestriels, sur les 1 milliard, 1 milliard 7. On est descendu sur les 1 milliard 5, on revient sur les 1 milliard 7. Dernièrement, on est à 1 milliard 6. Donc, on voit une petite stagnation sur les chiffres d'affaires dernièrement. C'est peut-être ce qui peut expliquer aussi le retour d'une valorisation un peu plus basse. Mais à ce niveau-là, ça me semble compliqué. Alors on l'avait dit, avec l'arrivée de Bolloré ici autour du mois de mars et d'autres investisseurs, finalement, le gros de la hausse, on est parti en gros fin d'année dernière, 15 novembre. Alors le plus bas sur le mois d'octobre, mais c'était vraiment, c'était compliqué d'investir là. Mais le gros de la hausse, on l'a senti venir ici autour des 20. On va le mettre sur le plus bas. On prend 74%. Et puis ici, sur la cassure, cassure d'oblique, ici, entre le mois de juin et le mois de novembre, on prend 55%. Dont des grosses rentrées énormes. Derrière, forcément, il y a de la digestion. On revient, mais les signaux sont quand même assez forts et mauvais. On a le gros gap baissier avec le chandelier qui arrive sur la moyenne à 200 et puis pas de réaction sur la moyenne à 200. Ça, c'est un peu ennuyeux à court terme. Parce qu'on pouvait espérer se maintenir ici. Forcément, on ne le tient pas le lendemain, ça continue. On élargit un peu la vision pour voir quoi. Toujours la même chose, toujours cette oblique-là à casser probablement pour se remettre dans des dispositions intéressantes, mais tout ce qui va être fait maintenant sous l'ancienne zone de gap ici à 26,42, c'était l'annonce je crois de Bolloré, de la rentrée de Bolloré au capital, à un jour près, va être pour moi quelque chose d'intéressant. Donc, toute cette zone-là, je pense qu'elle va amener un peu de volatilité, des rentrées, des sorties aussi, mais il y aura certainement quelque chose à faire. Et puis les 22,14, si on y arrive, qui seront très probablement défendus. Donc l'objectif, c'est peut-être d'arriver ici en se rapprochant des 22 et de mettre des ordres d'achat. Alors c'est pas sûr qu'on y arrive, on pourra réagir peut-être avant, mais toute cette zone-là, entre les 26 et les 22, c'est probablement des zones d'achat long terme intéressantes sur Ruby, qu'on peut regarder en hebdomadaire. Et on voit qu'en hebdomadaire, on est en train de revenir sur la moyenne à 200, ici. Et on retrouve une oblique encore plus long terme qu'on n'a pas cassé sur notamment les plus hauts de 2019, donc avant le Covid, et de 2020 sur le début de rebond. Donc c'est ce travail-là qui peut être fait, et on voit qu'on a éventuellement de la marge à la baisse, mais finalement, ce sera plutôt racheté, cette zone ici, 18. Donc, toute cette zone-là sur Ruby, dans une optique moyen-long terme, c'est quelque chose d'intéressant parce que je pense qu'on aura certainement un travail comme ça et puis casser vers le haut. Donc, on en reparlera, Ruby, probablement pour un achat et une porte d'entrée court terme intéressante. Donc, on surveille. Mais quand on a comme ça des signaux très forts, gap baissier, gros chandelier rouge, rien qui l'arrête, c'est un peu la définition du couteau qui tombe, on évite de l'acheter, parce qu'on le voit, le lendemain ça continue. Ce qu'il faut attendre, c'est quoi? La baisse de la volatilité, c'est-à-dire retrouver des petits chandeliers et voir un peu comment le marché réagit. Où le marché réagit, sur les 22, sur les 23,5, on verra. Et comment le marché réagit, avec quelle force, avec quel retour, une fois qu'on a passé cette zone de grosse volatilité. Donc attendre la fin de la baisse, des petits chandeliers, et puis un début de congestion qui va nous amener peut-être vers une sortie intéressante et qui nous signalera une rentrée positive sur Ruby. On n'en est pas là, ça peut venir relativement vite, mais ça va quand même durer plusieurs jours ou plusieurs semaines avant de nous donner un signal d'achat. Mais moi, c'est une valeur que je trouve intéressante et sur laquelle je me replacerai peut-être si on a des signaux ces prochaines semaines. Et on va regarder aussi, avant de voir juste quelques actions du portefeuille, je voulais voir
le Bitcoin. Oui, je sais pas, j'ai oublié de dire les résultats hein, sur la semaine. Aujourd'hui, on a Serge Ferrari notamment qui devrait annoncer ses résultats donc dans la construction. Demain, on a Interparfum, intéressant, GameStop également. Mercredi, Inditex en Espagne, notamment sur le secteur textile hein, et de l'habillement. C'est un des leaders, donc ça sera une, euh, une publication super regardée, hein, Inditex pour un peu tout le secteur. Jeudi, Iveto Quinol, Vision Group aussi et Adobe aux États-Unis. Et enfin, vendredi, on aura Virbac. Alors, un petit point sur le Bitcoin parce que on arrive sur le bas du canal et on rebondit. Plutôt une bonne chose. On l'avait noté hein, ici en blanc, ce canal baissier sur le Bitcoin qui nous indique de la consolidation, donc à moyen terme, une baisse du cours du Bitcoin, mais surtout de l'accumulation durant ce canal et une sortie de canal qui nous amènera à une nouvelle séquence. Ce qu'il faut, c'est a priori le tenir. Alors, il y a quelques heures, on va dire, parce que c'est même pas des jours, hein, c'est des heures ou des minutes où on est sorti de ce canal plusieurs fois, mais ça a été que des mèches. On le voit ici, notamment au mois de mai, début mai. On le voit ici début juillet, et on l'a vu ici aussi le 5 août. À chaque fois, c'est des mèches. Et c'est sur le bas de canal. Derrière, c'est racheté. Et dernièrement, hein, vendredi 6 septembre, on mèche aussi en dessous. Et derrière, les 3 jours qui viennent, on remonte. Donc on arrive. On a la confirmation hein, de ce canal baissier sur le Bitcoin. Et le jour où on arrivera à revenir sur le haut et à casser peut-être hein, quelque part presque un drapeau, hein, on s'affranchira peut-être des 70 000 et des plus hauts historiques en vue sur le Bitcoin. Alors il y a encore beaucoup de travail, mais l'objectif c'est ça, hein, une fois qu'on a tapé le plus bas, c'est de revenir un peu sur les plus hauts et de casser ces plus hauts. Et si on casse ce canal haussier là, généralement c'est très fort. Donc cette figure là est intéressante sur le Bitcoin, parce qu'elle confirme hein, le canal baissier, qu'on est allé un peu ici sur des plus bas, un double plus bas, parce qu'on a le bas du canal et on a également le support ici à 52 000, qui avait été frôlé et qui avait été dépassé avec mèche, mais qui avait été bien travaillé ici. Hop. Durant le mois de février 2024. Donc les 52 000 en support majeur, je dirais, sur le Bitcoin, avec le canal baissier. Et donc, a priori, à court terme, on a un début de rebond sur le Bitcoin. On pourrait avoir aussi un rebond plus fort si on vient à casser l'oblique RSI hein, pour aller chercher le haut du canal. Et enfin, quelques actions du portefeuille. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était les valeurs abonnées. Hop, que j'ai pas fait. Alors. Ah oui, ouais, on va juste faire hop, Nvidia. Donc les techs américaines, on a vu qu'il y a un petit rebond aujourd'hui, hein, parce que alors c'est de l'ajustement finalement, hein, c'est les graphes un peu qui sont un peu haut, un peu bas, mais finalement on suit toujours la même tendance. Et puis dernièrement, hein, on est revenu sur un support, on le voit sur Nvidia, donc derrière on commence à rebondir. Pour moi, je suis toujours plutôt favorable et positif sur tout ce qui est tech et IA. Et je trouve que la baisse qu'on a connue récemment, elle est plutôt saine et ça, c'est de la consolidation qui devrait repartir sur une séquence haussière, hein. On a fait ce dessin avec le cours d'Nvidia qui est ici, avec des plus bas sur support autour des 100 et des plus hauts de plus en plus bas. Donc une congestion qui est en train de se faire et à la sortie de cette congestion, on a généralement une grande tendance qui peut se faire comme on a connu ici au début de l'année, hein. Début de l'année, on avait la résistance qui a eu du mal à lâcher et boum. Là, on peut avoir le même phénomène avec la phase de congestion et la sortie. Pour ça, il faudra attendre hein, le retour des moyennes les plus longues, mais on est en train de créer justement ces figures-là. Donc sur Nvidia et l'IA, pour moi, je suis toujours positif. On est en train de consolider gentiment et on le voit, hein, malgré la grosse baisse assez forte. On va enlever ça pour mieux voir. De Nvidia, finalement, là, on est en train de stabiliser et de confirmer le support autour des 100, hein, 101 sur Nvidia et sur pas mal d'autres valeurs, c'est un peu la même chose. Alors ASML, qui fait un peu moins bien aujourd'hui, ASML,
il faut regarder ici, je pense, hein, les rachats qui ont été faits très importants sur ces niveaux-là. On le voit, beaucoup de volume, un gros chandelier vert de rachat, une mèche importante, un corps de chandelier énorme. C'est cette valeur-là qui nous intéresse et qu'il ne faudrait pas dégrader, c'est-à-dire une zone autour des 658, allez, on va le mettre ici, 657, et tout ce qui est au-dessus, il faudrait repartir avant. Alors là, on voit qu'on a un petit peu dégradé hein, la tendance, parce que les 691 ont été cassés sur SML, mais un peu comme toutes les techs et semi-conducteurs, en phase de... Alors, plus de dégradation sur SML, on le voit ici, hein, avec la moyenne à 200 qui a été testée et finalement abandonnée, avec un gros gap baissier ici. Donc on voit qu'à court terme, hein, ça annonce le retour sur support, sur plus bas. Et c'est là qu'il faudra réagir, je pense, sur ASML, mais comme sur la plupart des techs, hein, la demande est énorme, le potentiel est énorme, le marché devrait repartir. Par contre, oui, si on vient à casser cette zone-là, il faudra faire attention, je pense. Sur Danone, toujours dessus, toujours haussier. Moi, je monte les stops sur Danone. On l'avait pris notamment ici, hein, autour des 60. On a cassé cette zone des 61,37, la résistance sur le plus haut du début de l'année au mois de février 2024. On y est revenu ici, on a fait échec, on a fait la congestion, boum, on ressort, on casse, et derrière on lance une séquence haussière. Danone, c'est aussi une valeur défensive, donc on voit que quand le CAC a du mal, on apporte pas mal de flux aux valeurs dites plutôt défensives. Donc Danone en profite doublement, hein, à la fois par son positionnement et par sa temporalité au niveau du contexte actuel. Donc, pour moi, on est haussier. Maintenant, si le marché commence à reverdir un petit peu, il pourrait vendre ces valeurs défensives pour aller chercher de la performance et du risque. C'est pour ça que Danone, ils peuvent être vendus à court terme. Et donc revenir un peu sur des niveaux un peu plus bas. Mais à moyen terme, on reste haussier. Il faudra surveiller, je pense, la moyenne à 20 jours qui sera intéressante. Et dans quelques jours, une zone autour des 63. Le vrai support, pour l'instant, il est à 61,87. Mais on reste toujours haussier, hein, on est en surachat. Donc on peut espérer encore, on est hors Bollinger, hein, aller un peu plus haut, mais il y a un moment où on va commencer à aller à plat. Et c'est à ce moment-là où on commence à aller à plat qu'il faudra voir les zones de stop intéressantes, hein, probablement autour des 63, je pense. NIO, le marché des véhicules électriques, notamment chinois, qui est un peu en rebond. On avait vu Xpeng dernièrement, hein, qui était en rebond. Alors, à ce stade, c'est que technique, d'autant qu'on a la Chine qui a toujours du mal, mais on voit que ça bouge pas mal, hein. On a vu Xpeng, on voit NIO maintenant, qui était sur des niveaux un peu plus bas, qui rebondit, qui va chercher ses premières zones. Pour moi, c'est des zones qu'il faut plutôt vendre, hein, et jouer les allers-retours, parce qu'on a une tendance quand même très négative, on n'a pas de reprise sur la Chine, donc on a des volumes, on a quelque chose qui se passe, mais généralement, ça met des semaines et des mois pour se retourner. Donc, je pense pas que sur NIO, on va aller rapidement ici, hein, sur les 9,57. Et j'ai le même discours sur Xpeng. C'est-à-dire que on a la première étape qui nous indique que la baisse est finie et qu'on va rentrer en mode construction avant d'espérer un retournement. Mais ce qu'on va peut-être faire sur NIO, c'est ça. Un échec ici, puis un retour un peu plus bas. Et puis aller un peu plus haut que la dernière fois, et puis un retour un peu plus haut que la dernière fois, et etc. Donc à moyen terme, c'est intéressant. À court terme, faut s'attendre à de la volatilité quand même. Les volumes sont intéressants parce que ça dénote quelque chose d'important, et surtout des supports bien marqués, et donc une fin de baisse sur les véhicules. De là à voir le démarrage, hein, des véhicules électriques chinois, je pense que c'est un peu tôt. Et enfin Valneva. Alors Valneva Biotech, attention, moi j'ai pas vu de divergence, hein. Dans les commentaires on m'a vu une divergence, alors je sais pas sur quelle temporalité, mais ici on le voit. Au niveau du RSI, on est autour juste sous les 70, et puis on voit le RSI qui baisse, hein, jusqu'à 42, et puis le cours il fait pareil, le cours il baisse, donc là il n'y a pas de divergence. Alors je sais pas où elle est, la divergence, mais moi je la vois pas. Je vois surtout un cours largement baissier, un gros échec sur résistance à 4.2, un support à 2,95,
Et entre les deux, pas grand-chose. La tendance, elle est quand même bien dégueulasse pour le moment. Et le rebond qui a été que technique, on le voit, hein, qui vient toucher la moyenne à 200. Et puis là, c'est une zone de prise de bénéfice. Derrière, on rend tout. Alors comme d'habitude, avec ces valeurs-là, c'est des valeurs de news, hein. Si on annonce une bonne chose, ça peut pumper rapidement. Mais bah, ça a du mal à rester. Il faudrait des volumes énormes pour se dire j'investis, pour espérer des gros changements, hein, tendance. C'est vraiment on le voit, des volumes ici autour de, allez, 4 millions. Ça serait pas mal. Et là, on a eu un pic autour des 3 millions. Faudrait dépasser ce pic-là, je pense, pour peut-être redevenir positif sur Valneva. Voilà. Moi, j'ai fait très long aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a aidé, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Les actions que vous suivez, les valeurs qui vous intéressent, et puis les questions sur l'économie, la bourse en général, le trading, j'y répondrai. Bon trade, à plus.